Bon, on vient tout juste décortiquer les ravages de cette fameuse intelligence collective hyperactive et je repensais à un truc pour illustrer ça. Imaginons une scène, d'accord? Vas-y, je t'écoute. C'est le coup de feu dans les cuisines d'un grand restaurant étoilé. Le chef est ultra concentré sur une sauce super complexe, vraiment la réduction qui demande une attention absolue. La moindre erreur et c'est foutu. Exactement. Mais au lieu d'avoir le système silencieux classique, tu sais, avec les bons de commande en papier bien alignés sur un comptoir, Ouais, le truc carré. voilà, là la porte de la cuisine s'ouvre à la volée. Et on a 20 serveurs qui entrent en même temps et qui se mettent à hurler leurs commandes directement au visage du chef. Oh la vache, l'enfer. Genre, où en est ma table 4? N'oublie pas l'allergie aux noix pour la table 2. Le client de la 8 s'impatiente. Le chef finit forcément par craquer. Il brûle sa sauce et le service est un désastre total. C'est clair. Et le truc important ici, c'est qu'il n'est pas épuisé parce que faire la sauce était trop difficile techniquement. Non, c'est l'anxiété de la coordination en fait. Le bruit ambiant l'a totalement paralysé. Bah ouais, et ça ressemble vraiment à un cauchemar d'organisation. Mais c'est fou quand on y réfléchit bien, parce que c'est très exactement la façon dont on a décidé d'organiser le travail intellectuel aujourd'hui. Mais c'est tellement ça. On a juste remplacé les serveurs qui hurlent par des notifications Slack, des emails en cascade, des messages instantanés. Et au final, le résultat neurologique est le même. Complètement le même, ouais. Le cerveau sature. Du coup, la grande question d'aujourd'hui, c'est de trouver l'antidote à tout ce chaos. Et cet antidote, il porte un nom qui, déclenche souvent un rejet épidermique. C'est le principe de processus. Aïe, le mot qui fâche. Bah oui, parce que dès qu'on prononce le mot processus, on a tous exactement la même image en tête. C'est l'usine, quoi. C'est ça, on s'imagine tout de suite le travail à la chaîne. Le film Les temps modernes avec Charlie Chaplin qui sert des boulons jusqu'à devenir fou, quoi. L'objection, elle est hyper intuitive. Imposer des processus au travail de la connaissance, un travail qui demande de la nuance, de l'abstraction, De la créativité, ouais. est-ce que c'est pas le meilleur moyen de tuer l'étincelle intellectuelle? De transformer des créatifs en, je sais pas, en robots aliénés? Bah écoute, cette peur de l'usine, elle est profondément ancrée en nous. Et franchement, c'est elle qui bloque presque toutes les tentatives de repenser notre façon de travailler. Hmm. Mais l'ironie totale de la situation, c'est que c'est justement l'absence de processus qui nous transforme en automates réactifs. Un. Hmm. C'est intéressant ça. Attends, faut qu'on décortique un peu cette idée. Ouais, en gros, quand on laisse la communication dicter le rythme de la journée, notre cerveau subit un truc qu'on appelle en neurosciences les pénalités de changement de contexte. Ouais, le fameux capital d'attention qui s'effondre. Exactement. Notre cerveau n'est juste pas conçu pour passer d'une tâche de réflexion profonde, genre la rédaction d'un rapport complexe, à une tâche de coordination hyper triviale, du style répondre à un message qui demande «Eh, où se trouve le logo de l'entreprise?» Ouais, ça casse tout le rythme. Et chaque bascule de ce genre, ça brûle du glucose. Ça épuise notre volonté et ça fragilise complètement notre capacité à nous concentrer par la suite. Donc, si je comprends bien, mettre en place un processus de production intelligence ce n'est pas du tout dire à un designer comment il doit dessiner ou à un ingénieur comment il doit coder. Non, absolument pas. On ne dicte pas la méthode de réflexion. L'objectif d'un processus, c'est uniquement de clarifier le chemin logistique de l'information. Le chemin logistique, d'accord. C'est-à-dire définir à l'avance qui fait quoi et surtout comment le passage de témoins s'effectue. Comme ça, le cerveau n'a plus du tout à se soucier de la coordination. Il peut réserver tout son jus pour la création pure, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc le processus, il n'est pas là pour standardiser l'idée elle-même, mais pour sécuriser le voyage de cette idée. C'est un changement de perspective assez radical quand même. Très radical, hein. Mais du coup, si on ne cherche pas à faire réfléchir les gens plus vite, on agit sur quoi concrètement? Pour bien piger la distinction, je trouve qu'un petit détour par l'histoire industrielle du début du XXe siècle, c'est hyper éclairant. Ah, j'adore l'histoire. On part où? On plonge directement dans l'atmosphère d'une immense usine de cuivre de l'époque. La cuivrerie Pullman. Ok. Faut s'imaginer le décor, hein. Le bruit assourdissant, la chaleur des fourneaux, la poussière partout, des centaines d'ouvriers qui manipulent du métal en fusion. L'enfer industriel, quoi. Totalement. C'est l'âge d'or d'un ingénieur très connu, Frederick Winslow Taylor, le père du taylorisme. Ah oui, le travail à la chaîne, l'optimisation à outrance. C'est ça. Son approche, elle était centrée sur l'effort individuel. Taylor, il débarquait dans une usine avec son chronomètre à la main. L'angoisse. Tu m'étonnes. Et il étudiait le mouvement d'un ouvrier qui pelletait du charbon. Et il se disait « Ah, si on modifie un peu la forme de la pelle ou l'angle du bras du gars, il pourra déplacer plus de matière à la minute. » Donc c'est vraiment l'optimisation par la cadence physique pure. Exactement. Mais
Et c'est là que ça devient fascinant. Au sein de cette même cuivrerie Pullman, il y avait un autre homme, John Ronels. Ronels, d'accord. Et lui, il a vu un truc différent. Il a publié une analyse dans un vieux magazine de l'époque, System. Il a regardé la même usine que Taylor, mais il a vu un problème qui n'avait rien à voir. Il ne regardait pas la taille de la pelle des ouvriers. Mais l'outil de l'ouvrier ne l'intéressait pas du tout. Reynolds, il a compris que le véritable goulot d'étranglement, ce n'était pas la vitesse à laquelle un mec pouvait couler le cuivre. C'était quoi alors? Le chaos organisationnel. Comment on savait, dans ce bazar, quel ouvrier devait travailler sur quelle commande, à quel moment précis. Ah, la fameuse coordination. Voilà. Du coup, il s'est attaqué au flux de travail. Il a introduit des formulaires de suivi, des affectations claires. Il a fait une séparation nette entre l'exécution de la tâche et la planification de cette tâche. C'est brillant. Et il a prouvé qu'on gagne infiniment plus en productivité globale en clarifiant juste la circulation de l'information plutôt qu'en forçant un gars à transpirer plus sur son poste. C'est logique. Et d'ailleurs, tu sais, des décennies plus tard, c'est Andy Grove, le légendaire patron d'Intel, qui a vraiment érigé cette philosophie en dogme dans la Silicon Valley. Ah oui, le fameux principe de Grove. Sa règle d'or était hyper claire, hein. On ne peut pas et on ne doit pas optimiser le travailleur individuel, on doit optimiser le procédé dans lequel il évolue. C'est tellement vrai. Mais c'est fou, parce que si on observe le monde du travail intellectuel aujourd'hui, on fait l'exact opposé de ce que disait Runels. On est complètement resté bloqué sur la méthode de Taylor. Bah oui. Quand une équipe n'arrive plus à suivre la charge de travail, la direction réagit comment? Toujours en ciblant l'individu. Ouais, on lui paye des formations en gestion du temps. On offre des applis de productivité, des nouveaux ordis ultra rapides. Et le pire, c'est les gadgets RH. Genre, allez, le vendredi après-midi, c'est sans email. Ben voilà, c'est l'équivalent moderne de donner une pelle plus légère avec un manche ergonomique à un ouvrier qui est déjà en train de s'effondrer de fatigue au milieu de l'usine. La belle jambe, hein. Tant que le chemin de l'information n'est pas clarifié, la pelle ergonomique, elle sert à rien du tout. On s'acharne sur les symptômes individuels parce qu'on refuse de s'attaquer au flux de travail lui-même. C'est une négligence managériale incroyable. Bon, le diagnostic est posé, on manque cruellement de ces fameux bons de commande silencieux dans nos bureaux, mais passons à la pratique. Ça ressemble à quoi quand une équipe moderne décide de jeter les pelles ergonomiques pour construire un vrai processus? Eh ben, prenons le cas de l'entreprise Optimize. Elle est dirigée par Brian Johnson dans le secteur de l'éducation. Ok, Leur profil est super intéressant. C'est une équipe d'une douzaine de personnes. Elles sont complètement éparpillées dans le monde, sur plein de fuseaux horaires différents. le cauchemar classique pour la coordination, quoi. Tu l'as dit. Surtout que leur mission, c'est de produire un volume énorme de contenu multimédia tous les jours. Des vidéos, des articles, des montages. Le niveau d'exigence est dingue. Et comment ils s'en sortent? C'est là qu'ils réussissent un tour de force. Ils gèrent toute cette production quotidienne sans s'envoyer le moindre email interne. Attends. Zéro email interne? Zéro. Et ils n'utilisent pas non plus de messagerie instantanée, genre Slack pour les urgences. Je me mets à la place d'un manager qui entend ça. Pas de Slack pour demander si la vidéo est prête? Ça semble relever de la science-fiction. Ou alors d'un micromanagement étouffant. C'est souvent la première réaction, oui. Bah oui, si je dis à mon équipe demain, fini de te discuter, on va suivre un processus strict, j'ai une mutinerie directe, ils vont se sentir en cage. Comment ils évitent ça chez Optimize? C'est la magie de leur structure. Et c'est d'une simplicité technologique absolue. Tout repose sur un bête tableur partagé. Un tableur? Genre Excel ou Google Sheets? Voilà. Associé à des dossiers dans le cloud. En gros, quand une idée émerge, elle est inscrite dans le tableur avec le statut « idée ». Le rédacteur écrit son script, il le dépose dans un dossier spécifique et il va juste changer la cellule du tableur pour mettre « prêt pour l'édition Et c'est tout? » C'est tout. Il n'envoie jamais de message à l'éditeur pour dire « Hey, j'ai fini ma partie ». Le silence absolu? Il fait juste confiance au système en fait. C'est la clé. L'éditeur sait que son job, c'est de checker ce tableur à son propre rythme. Il voit le statut changer, il télécharge le fichier, il fait son montage, il le replace dans l'autre dossier et il passe le statut à « prêt pour le tournage ». La chaîne continue toute seule. Mais on en revient à l'objection de la mutinerie. Est-ce que le monteur vidéo ne se sent pas déshumanisé, comme un rouage dans une machine? Bah, c'est tout le paradoxe. Cette contrainte logistique, c'est en réalité le bouclier ultime de leur liberté intellectuelle. Ah ouais? Comment ça? Parce qu'ils n'ont plus à jouer les coordinateurs de projet, ils ne se demandent plus à qui je dois envoyer ça, ou est-ce que j'ai raté un fil de discussion. Du coup, la charge mentale s'effondre. C'est vrai que c'est reposant. Les 90 premières minutes de la journée de chaque employé sont sanctuarisées. C'est du travail profond, ininterrompu. Le rêve. La messagerie d'entreprise, ils ne l'ouvrent qu'une ou deux fois par jour. Souvent en fin de journée, et c'est juste pour célébrer un cap franchi ou planifier une réunion formelle.
Donc, la rigidité du passage de relais garantit la fluidité de l'esprit pour la tâche créative. Le processus devient l'armure qui protège la concentration. Exactement l'armure. C'est un argument redoutable, mais il y a une limite évidente avec le cas d'Optimise. Laquelle? Produire des vidéos, c'est très linéaire. Écriture, édition, tournage, boum, publication. Mais imaginons un environnement beaucoup plus chaotique. Genre la gestion de crise. Ouais, où le conseil stratégique, les campagnes marketing complexes, les demandes des clients changent tous les jours, chaque projet est unique. Tu peux pas faire rentrer ça dans un tableur linéaire sans que ça casse de partout. C'est vrai. Mais la nature imprévisible du travail ne dispense pas d'un processus. Ça exige juste un outil de pilotage différent. D'accord. Les principes de base restent les mêmes. Un processus efficace, même dans le chaos, doit garantir 3 choses invisibles. 1. Tout le monde doit savoir visuellement qui fait quoi à l'instant T. Visuellement, d'accord. 2. Le travail doit avancer sans dépendre d'une communication impromptue. Et 3. Il faut une procédure récurrente pour mettre à jour les responsabilités. Donc, on garde l'objectif du silence et de la clarté, mais on abandonne la métaphore de la chaîne de montage. On va vers quoi, du coup? On va emprunter des méthodes à l'ingénierie logicielle, les approches agiles et les tableaux de bord visuels comme le système Kanban. Ah, le Kanban. Pour ceux qui connaissent pas, c'est extraordinairement simple. Imaginez un grand tableau avec 3 colonnes. À faire, en cours et terminé. C'est ça. Et chaque tâche est représentée par une carte. Et au lieu d'avoir un chef de projet qui te harcèle par email pour savoir où en est le site web, tout le monde se réfère au tableau. La carte glisse d'une colonne à l'autre. C'est hyper visuel, ça permet de saisir la complexité en un clin d'œil. Mais si l'environnement change tout le temps, comment l'équipe s'adapte sans utiliser la messagerie pour gérer les urgences de dernière minute? Par des réunions de synchronisation courtes et hyper structurées. Au lieu de diluer la coordination toute la journée avec 100 messages asynchrones, ils regroupent tout dans un espace-temps très précis. Genre un point de 10 minutes le matin. Voilà. Ils se réunissent autour du tableau, on déplace les cartes, on soulève les blocages, on réaffecte l'urgence tombée la nuit, et après, boum, le silence revient. Chacun repart avec sa tâche claire. On concentre le chaos dans une boîte temporelle très étroite pour protéger le reste de la journée. C'est génial. D'ailleurs, il y a une astuce spécifique dérivée de ces tableaux visuels qui me semble honnêtement révolutionnaire pour la santé mentale. Tu penses à quoi? La fameuse 4e colonne. La bonne pratique de la colonne en attente de réponse. Oh oui, cette simple colonne, c'est probablement l'outil de soulagement psychologique le plus puissant qui soit. Parce que le vrai nœud du problème, c'est les goulots d'étranglement externes. Tu bosses sur un dossier et paf, t'as besoin de la validation d'un directeur ou du retour d'un fournisseur. Tu envoies la demande et là, ton travail est bloqué. Et dans un système classique par email, qu'est-ce qui se passe? Tu gardes le message en non lu pour pas l'oublier ou pire, t'essaies de t'en souvenir mentalement. Et c'est un poison pour l'esprit. Mais carrément. Enfin, on a tous déjà vécu ça. Tu essaies de passer un week-end tranquille en famille où tu te réveilles à 3 heures du mat avec le cœur qui bat la chamade parce que ton cerveau te hurle soudainement « Purée, il faut surtout pas que j'oublie de relancer le service juridique mardi. Ah, ça, en psychologie cognitive, ça porte un nom très précis. C'est l'effet Zeigarnik. » L'effet Zeigarnik. Ouais. Notre cerveau est biologiquement programmé pour détester les tâches inachevées. Tant qu'une action est en suspens et qu'elle n'est pas dans un système de confiance, le cerveau crée une boucle ouverte. Et il nous la renvoie à la figure en permanence. Exactement. Il ramène cette tâche à la surface de notre conscience, ce qui crée une anxiété de fond qui draine notre énergie. Le but de la colonne « En attente de réponse », c'est d'agir comme un disque dur externe. On prend cette boucle ouverte, la carte de la tâche, et on la dépose virtuellement dans la colonne. Voilà, tu extériorises le stress, tu confies la responsabilité au système. Et là, ton cerveau comprend que l'information est en sécurité. La boucle se ferme, l'effet Zeigarnik disparaît. On vit la mémoire vive de son cerveau, en fait. Et le bonus, c'est que lors du point quotidien, tu as sous les yeux toutes les personnes que tu dois relancer. Fini les fouilles archéologiques dans tes emails du 10 jours. C'est un gain de temps et de sérénité massif. Bon, on a vu les flux linéaires, les flux complexes avec les tableaux. Mais il reste un cas de figure fascinant. Que se passe-t-il quand la tâche est tellement cyclique et prévisible qu'on n'a même plus besoin de réunions quotidiennes? Ah, on passe au niveau supérieur. L'automatisation pure. Et le plus surprenant, c'est que ça ne requiert aucune IA ou technologie complexe. Pas du tout. C'est l'essence de la logique du A, puis B, puis C. Pour automatiser un processus répétitif, il faut 3 principes cardinaux. 1. Le partitionnement. On découpe le travail en phases hermétiques. D'accord, chaque étape est bien séparée. 2. La signalisation. Le système doit informer lui-même la personne suivante que c'est à son tour, sans interaction humaine directe.
sans se parler. Et 3, la communication des ressources. Définir le canal matériel par lequel le travail passe de A à B. On va pousser le concept à l'extrême avec un exemple que j'adore et qui se passe sans aucun logiciel. C'est dans le milieu universitaire, un milieu souvent réputé pour son désordre. Ah oui, l'exemple du professeur et de ses assistants. C'est ça. Le prof qui donne un cours magistral à des centaines d'étudiants et qui doit gérer la correction des copies avec une petite équipe d'assistants. Le terrain de jeu idéal pour observer les ravages de l'intelligence collective hyperactive. Mais oui, en période d'examen, sans processus, c'est un déluge d'emails. Je suis passé, ton bureau était fermé, comment j'évalue la question 3 ? Je te scanne les copies ou je les dépose. Au final, la coordination prend plus de temps que la correction elle-même. Exactement. Et donc, ce prof a mis en place un système qui ressemble à un vrai tapis roulant analogique. La règle est stricte. 0 réunion, 0 email logistique. Et son outil central, c'est pas un logiciel à 5000 €, c'est un simple trieur en plastique compartimenté, fixé au mur, près de sa porte. C'est l'incarnation parfaite de nos 3 principes. Le processus commence en amont. Le prof rédige un barème d'une exhaustivité absolue. Pas juste les bonnes réponses. Non, des exemples parfaits, des hors-sujets typiques, avec la note exacte pour chaque cas. Et ensuite, le balai s'enclenche. Les étudiants déposent leurs devoirs dans le compartiment supérieur du trieur. Et les assistants, selon leur emploi du temps, viennent au bureau sans jamais frapper à la porte. Ils voient les copies dans le bac à corriger, ça c'est la signalisation physique. Et les emportent, appliquent mécaniquement le barème infaillible et ramènent les copies dans le bac inférieur. Et c'est seulement à la fin qu'ils encodent les notes dans un fichier. Ce qui est fou ici, c'est que la technologie s'efface. On croit qu'une application va nous sauver, alors que le vrai héros, c'est l'architecture des règles. Un bout de plastique au mur avec une bonne réflexion, c'est infiniment plus puissant qu'un logiciel mal utilisé. L'attention est préservée à 100% pour l'évaluation. Et ça nous ramène à une théorie scientifique majeure. Celle de Claude Shannon, le mathématicien qui a fondé la théorie de l'information au XXe siècle. Oui, ses travaux sur la transmission des messages dans un canal bruyant. Sa conclusion est brillante. Pour réduire le bruit et garantir la pureté du signal, il faut imposer des règles très strictes à l'émetteur et au récepteur. Il faut un protocole. Plus le protocole est rigide au départ, moins on a de parasites pendant l'exécution. Voilà. Et si on transpose ça à nos entreprises, notre fameuse messagerie instantanée libre, c'est un système avec un niveau de friction et de bruit colossal. Imposer un processus, c'est contraindre l'interaction au début pour garantir une exécution silencieuse ensuite. On restreint la logistique pour ouvrir un espace infini à l'attention créative. Ça renverse le mythe de la liberté au travail. On nous a vendu l'image du travailleur libre de ses mouvements, sans contrainte. Mais cette fausse liberté nous a piégés dans la réactivité perpétuelle. Construire un processus, ce n'est pas s'enchaîner, c'est bâtir les murs porteurs qui protègent notre attention. Plus on conçoit les rails en amont, plus on récupère d'énergie pour le travail qui a du sens. C'est une belle façon de voir les choses. Et il y a une ironie mordante dans tout ça. On brandit nos applis de messagerie comme le sommet de l'évolution. On se croit super sophistiqué, mais sans processus pour les encadrer, on recrée les dynamiques de nos lointains ancêtres. La fameuse tribu autour du feuille. C'est ça. On a fait de l'espace de travail un feu de camp numérique. Si quelqu'un cherche une info, il la crie à la cantonade, interrompant la réflexion de dizaines de cerveaux pour un pauvre problème logistique. C'est cruel, mais on est littéralement des hommes des cavernes en costume cravate, hurlant dans des mégaphones digitaux. On a confondu l'immédiateté technologique avec l'intelligence de l'organisation. L'antidote n'est pas de jeter nos ordis, mais d'avoir le courage d'imposer des règles à notre flux de travail. C'est en bâtissant ces structures invisibles, ces processus qui mettent à distance l'urgence factice, qu'on peut enfin retrouver la maîtrise de notre espace mental. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.